Imaginez un moment, vous êtes russe. Un russe en 1905, et vous ressemblez à ça. Votre femme, c'est elle. Et vous avez des enfants. Votre fille, c'est elle. Et vos garçons, c'est eux. Et toute votre jolie petite famille de Russes habitez ici, à Berezniki. Cependant, il vous faut partir, car vous avez été conscrit, et donc, sous ordre de la mère patrie, vous quittez votre famille pour vous battre là-bas, pour ces terres lointaines où même le tsar n'a jamais posé les pieds. Vous vous battez contre les Japonais, les jaunes, comme les appellent les Européens avec condescendance. Les bruits courent que la plus grande armée du monde, la vôtre, a été battue à Port-Arthur. Mais vous en avez que faire, parce que vous êtes ici, à 10 km au sud du centre de la ville de Mukden, et vous représentez glorieusement le 276e régiment d'infanterie de la 2e brigade de la 69e division d'infanterie, et vous êtes ici, dans la boue. Et vous y passez du temps dans cette boue, dans le froid de cet enfer blanc, jusqu'à ce qu'un bruit rompe tout. D'un seul coup, le monde va se transformer. Un bruit, puis plus rien. Vous levez la tête et vous ne le savez pas encore, mais il y a déjà quelques secondes, un artilleur japonais que vous ne connaîtrez jamais venait de tirer un projectile de 35,9 kg. Le projectile, précisément lancé dans votre direction avec un angle de 43,9 degrés, sortit du canon à une vitesse de 290 mètres secondes, et après avoir parcouru les 5900 mètres qui séparaient vos deux positions, il s'écrase sur vous. « 23 millions de joules libérés rien qu'avec la force de l'impact vous tuent en un instant. Vous périssez alors avant même le déclenchement de l'explosif contenu dans le but. Et à vrai dire, ce n'est pas une énorme perte. Votre femme ne vous aimait plus depuis des années, enfin, si tant est qu'elle ne vous ait jamais aimé. Mais il y a d'autres raisons de ne pas regretter d'être mort ici. Le 276e régiment d'infanterie de la 2e brigade de la 69e division d'infanterie, vous vous en souvenez? Ils n'ont été déployés que 2 fois dans l'histoire de la monarchie russe. La deuxième fois, ce sera pendant la Première Guerre mondiale. La guerre russo-japonaise est devenue connue car elle faisait partie des premières à avoir utilisé l'artillerie à tir indirect dans les doctrines de combat. Le premier modèle efficace et rapide d'artillerie sera français, le canon de 75 mm modèle 1897. Ce canon trouvait enfin une solution au recul immense que produisaient les engins de l'époque. Il envoyait le recul dans un système mécanique, utilisant de l'huile et du gaz afin de faire reculer le canon avant de le faire revenir à sa position initiale, comme un ressort. Toute cette ingéniosité permettait d'atteindre 20 coups par minute. Toute cette réalisation du potentiel de destruction couvre la continuation de la révolution industrielle était frappante. L'humain, fait de chair et de sang, avait développé la capacité de faire pleuvoir de l'acier. Dans l'excellent livre de l'historien Zabeki David T., Steel Wind, Colonel George Bruchmüller and the Birth of Modern Artillery, la statistique suivante est mise en avant. Durant la guerre russo-japonaise, la Russie aura utilisé 87 000 obus par mois durant les opérations de combat. Durant l'apogée de la Première Guerre mondiale, en 1918, l'armée allemande en utilisait 8 millions. En voici une bonne raison de rester chez soi, ou mort, loin, le corps figé dans le permafrost, là où vous reposez. Et le pire dans tout ça, c'est le coupable, persuadé d'être innocent. Celui dont la seule peine aura été le puissant bruit du canon. Il n'a rien vu, rien senti, simplement suivi un ordre pour aligner un angle, régler une élévation puis tirer. Il ne saura jamais ce que ce geste a causé. Il ne connaîtra jamais votre nom. Il ne verra jamais ce regard plongé dans l'incompréhension. Il ne saura même jamais que vous existiez. Mais cette histoire n'est pas à propos de lui, ni à propos de vous d'ailleurs. Non, vous êtes mort. Et pourquoi est-ce qu'on parlerait d'un mort? Non, au lieu de ça, parlons de quelque chose de vivant. Parlons d'un monstre, celui qui frappe sans prévenir. La gueule de fer qui dévore les vivants, celui qui tue plus que quiconque. La bombe atomique a tué 246 000 personnes depuis sa création. C'est 5 754 000 de moins que le total de morts causés par l'artillerie pendant la Première Guerre mondiale. Alors qu'est-ce que l'histoire de notre paysan russe, projeté dans l'enfer glacé de la Mandchourie, peut nous révéler? Le principe même de la création systématique de tranchées vient de cette révolution technologique. Toutes les guerres qui auront suivi auront connu une forme plus ou moins sophistiquée de tranchées ou de positions enterrées. Pourquoi? Pourquoi la pelle est-elle devenue le meilleur ami du soldat? C'est simple, le shrapnel est désigné généralement comme les morceaux d'un explosif qui sont projetés par l'explosion, la plupart du temps à la vitesse du son. Ces petits fragments de métal sont alors propulsés à 1234,8 km/h, et dans toutes les directions. Alors on creuse, on s'enfouit, on se cache comme on se cache d'un dieu furieux, pour empêcher ce shrapnel de nous atteindre. Il faut se rendre compte, c'était une révolution à laquelle le simple homo sapiens que nous sommes n'était pas préparé.
L'artillerie à tir indirect rendait les cibles atteignables par bien plus de positions, et permettait aussi de ne pas avoir à se montrer à l'ennemi. Les capacités industrielles grandissantes donnaient la possibilité de transformer littéralement la topographie d'une région. Un exemple remarquable serait la ville de Ypres, en Belgique. La ville avait été détruite par les Allemands à un point où, selon les histoires rapportées du front, un homme se tenant sur un cheval pouvait voir toute la ville de part en part. La ville avait été bombardée par 3 côtés et pendant presque toute la durée de la guerre, par intermittence bien sûr. Le front s'est parfois rapproché du centre-ville, jusqu'à n'en être qu'à 1,5 km. Pendant ces affrontements les plus féroces, jusqu'à 20 obus par minute pouvaient tomber sur la ville, et ce pendant des jours. Et toute cette destruction prenait lieu alors que des milliers d'obus étaient défectueux, ou simplement dysfonctionnels, et n'explosaient alors pas lors de l'impact. D'ailleurs, dans la première bataille de Ypres, un jeune homme de 26 ans, un volontaire dans l'armée bavaroise, se retrouve à se battre là-bas. Le jeune soldat en question avait d'ailleurs fêté son anniversaire 4 jours auparavant. Cet homme, c'était Adolf Hitler. En conclusion, l'histoire de ce paysan russe, fauché avant même de comprendre la menace invisible qui s'abattait sur lui, n'est pas vaine. Son destin tragique, multiplié par des millions d'autres, a gravé dans la pierre une vérité brutale. Face à la puissance de feu de l'artillerie moderne, la terre elle-même est devenue la seule alliée du soldat. De la boue glacée de Mandchourie aux tranchées de la Grande Guerre jusqu'aux conflits contemporains, la cicatrice laissée par le règne de l'obus est profonde. Elle témoigne de notre capacité à la fois à créer des outils de mort toujours plus efficaces et à développer des stratégies de survie face à cette même mortalité. Une dialectique tragique qui continue de façonner notre monde. L'avènement de l'artillerie à tir indirect et les réponses instinctives qu'elle a provoquées, notamment par la généralisation des tranchées, sont des marqueurs indélébiles de notre histoire. Mais la menace, elle, n'a pas disparu. Si les champs de bataille ont évolué, la puissance de l'artillerie sous ses formes modernes continue de hanter les conflits. L'héritage de cette époque révolue est bien vivante. La constante adaptation pour échapper à la mort venue du ciel. Derrière ce fracas qui ramène l'homme à la terre, c'est un silence forcé, une histoire étouffée par la boue, et une leçon amère sur la nature destructrice de la guerre. Une leçon que l'humanité semble pourtant avoir tant de mal à retenir. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on